Salut YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est week-end de football, c'est week-end de Liga et c'est week-end de Real Madrid contre le SC Séville, ou plutôt Séville FC pour parler en bon langage. Alors on se retrouve avec Rota pour l'avant-match de ce choc de la 32e journée de la Liga. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, bah écoute, ça va très très bien après cette semaine de Ligue des Champions riche en succès. Donc on espère qu'on va terminer comme on l'a commencé. Donc ça va très bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va nickel, comme tu l'as dit, en semaine de Ligue des Champions et en semaine de victoire et qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Ça ne peut caler. Première question sur le Real Madrid, et puis après on fera quand même un petit focus sur les Andalous. Tu t'attends à voir quel Real Madrid ce week-end, dans quel état d'esprit après la qualif et toutes ces émotions qui ont découlé de cette qualification du Real Madrid. Est-ce que ce sera plutôt un Real avec le couteau entre les dents pour terminer cette Liga, ou est-ce que tu t'attends à plutôt un Real un peu relâché, un peu comme ce qu'on a pu voir lors du Classico il y a quelques semaines? Alors, je m'attends déjà à un Real différent puisqu'il sera privé de latéral gauche de métier. Donc forcément, ça peut avoir un impact déjà sur la rencontre. Je m'attends à un Real peut-être à la fois euphorique et quelque peu émoussé, puisque forcément, après avoir joué 120 minutes 4 jours plus tôt, je pense que la fatigue peut se faire ressentir. On sait que ça sera un match très très compliqué face au FC Séville qui lui va forcément avoir envie de faire tomber le Real et puis forcément de prendre des points parce que c'est une deuxième partie de saison très compliquée pour lui. Mais je m'attends quand même à un Real conquérant. En tout cas, je l'espère. J'espère que le Real voudra vraiment aller terminer la Liga pratiquement dès dimanche. J'espère que je verrai un Real conquérant, qu'on verra un Real qui a envie vraiment de tuer cette Liga dès maintenant. Je pense que les joueurs le savent et ils doivent le savoir. Si on a une victoire dimanche et qu'on peut enchaîner avec une victoire contre Osasuna, ça sera pratiquement terminé. Et avant le duel en Ligue des Champions face à City, quoi de mieux que de se mettre à l'abri en championnat. Carrément, ouais. Parlons de Séville. Séville qui a perdu sa deuxième place au profit du FC Barcelone en Liga et qui a été éliminé de sa compétition, si on peut le dire ainsi, l'Europa League, contre West Ham dès les huitièmes de finale, si je dis pas de bêtises. Comment tu les vois globalement cette saison? Alors en première partie de saison, c'est une équipe qui me plaisait beaucoup. J'adore Lopetegui, j'adore son football, j'adore sa philosophie. Donc forcément, c'était une équipe que j'avais envie de découvrir et qui m'a énormément plu. Maintenant, je trouve que sur la deuxième partie de saison, c'est une équipe qui n'est plus du tout la même, qui n'a plus d'assurance défensivement, qui est beaucoup moins efficace offensivement et qui a d'énormes doutes. Je crois que l'incorporation d'un joueur comme Martial a fait perdre beaucoup d'équilibre à cette équipe, même si c'est évidemment pas le seul responsable, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'équilibre défensif avec les deux ailiers dont il dispose. Et c'est une équipe qui est très friable et qui peut être mise en difficulté très, très fréquemment durant une rencontre. Donc, c'est un petit FC Séville qu'on voit actuellement. J'espère que ça continuera de l'être ce week-end. Mais ouais, c'est un Séville qui a eu une très, très belle période en première partie de saison et qui est en train de s'effondrer et qui a du mal à remonter la pente. Comme tu l'as dit, ils se sont fait sortir et sans conteste en Europa League, en huitième de finale. C'est assez rare pour le souligner. Et puis, ils perdent leur deuxième place en Liga. Ils sont même quatrième, je crois. Enfin, ils sont en égalité avec l'Atlético. Enfin, bref, ça se joue à peu de choses, mais ils sont en train de dégringoler. Ils voient leurs rivaux du Betis revenir un petit peu sur eux. Donc, ouais, c'est une deuxième partie de saison très, très compliquée. Et je m'attends à avoir une équipe qui forcément va vouloir battre le Real Madrid parce qu'ils ont des individualités pour le faire, mais qui aura également des faiblesses dont le Real devra se servir. Ouais, en fait, actuellement, ils sont encore deuxième ex aequo avec le Barça, mais le Barça a un match de retard, comme tu le sais, et Ouais, effectivement, l'Atlético qui avance pas tellement vite, mais l'Atlético, effectivement, est pas très loin. Justement, j'ai deux stats pour appuyer un peu ce que tu dis. Sur les 11 derniers matchs de Séville en Liga, c'est-à-dire depuis le 19 janvier dernier, après l'élimination en Coupe du Roi contre le Real Betis, le FC Séville, le Séville FC, pardon, c'est 7 matchs nuls, seulement 3 victoires et seulement
entre guillemets, seulement une seule défaite, c'était contre le Barça au Camp Nou il y a 2 semaines, je crois, enfin, il y a pas si longtemps. En revanche, Séville est invaincu à domicile cette saison en Liga, 11 victoires et 4 nuls. Ouais, comme souvent à Sanchez-Pizjuán, on sait très bien que c'est compliqué de l'emporter. Et pour le Real d'ailleurs également sur les saisons précédentes, même si je crois qu'on s'est imposé l'an passé, c'est ça? Ouais. Il me semble. Mais oui, c'est un terrain très très difficile. Et puis c'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle fait du surplace et malgré le fait qu'elle se soit effondrée, comme je l'ai dit, ne perd pas. Donc forcément, il y a forcément un peu d'âme et un peu de force collective. Mais c'est vrai que c'est pas avec des matchs nuls qui vont avancer. Mais c'est une équipe vraiment que je trouve, comme je le disais, assez friable, qui est facilement mise en difficulté. Donc je pense qu'il y a énormément de faiblesses à exploiter, notamment au niveau de leurs latéraux. Jesus Navas revient de blessure et quand c'est pas lui, c'est pas la même équipe. Sur le côté gauche, c'est un peu pareil. Donc il y a beaucoup de faiblesses. On a un Bonou qui est pas le même qu'il était l'an passé également. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de profits à tirer pour le Real. Ça reste un Séville qui est très très fort à domicile. Ça reste Sanchez-Pizjuán et son ambiance qui sera forcément incroyable dimanche. Mais avec un Real Madrid conquérant, avec des joueurs au niveau, je pense qu'on a énormément de moyens de les mettre. Pour toi, la grande faiblesse du coup de ce Séville, c'est plutôt défensivement. Pour moi, c'est défensivement, ouais. Je pense que c'est une équipe qui est assez friable. En tous les cas, qui concède beaucoup d'occasions. C'est pas forcément l'une des pires défenses de Liga, mais c'est une équipe qui concède énormément d'occasions. Ok. Et leur grande force? Leur force, c'est de ne rien lâcher. Je pense que les matchs nuls en sont la preuve. Je pense que sur ces 7 matchs nuls, il y a bien plus de la moitié où Séville a été mené au score. Et c'est assez souvent, c'est récurrent cette saison. Donc il y a une capacité de réaction. Et puis, malgré le fait que je parlais des ailiers qui sont pas, qui, sont- qui font perdre beaucoup d'équilibre et je trouve qu'ils ne font pas énormément d'efforts défensifs, ce qui déséquilibre justement ce bloc-là. Ils ont des individualités offensives qui peuvent faire la différence également à tout moment. Et quand on sait les difficultés du Real à défendre ces derniers temps, forcément, ça peut être une arme qui peut déstabiliser le Real. Ok. Quel est le joueur à suivre du côté de Séville pour toi? Quel est le joueur qui, ou peut-être poser autrement, quel est le joueur qui te fait le plus peur? Force, franchement, il y a pas un joueur que j'ai envie de tirer en particulier parce que vraiment sur leurs dernières sorties, personne m'a réellement impressionné. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Je parlais de Martial, je parlais également d'Ocampos. On a Nesri qui a perdu sa place de titulaire. Même défensivement, Diego Carlos, c'est pas le même et il n'est pas aussi rayonnant qu'il a pu l'être par le passé. Je parlais également de Bonou qui a pas la même sérénité. Donc, Rakitic, c'est pareil. Enfin, franchement, il n'y a pas un joueur. Rafa Mir peut-être, non? Non, pas spécialement parce que malgré son gabarit et puis ses qualités techniques, parce que malgré sa taille, c'est un joueur qui est assez bon techniquement et qui apporte beaucoup. C'est pareil, c'est pas forcément un titulaire indiscutable et puis c'est pas forcément un grand buteur non plus. Je crois qu'il doit être à 7, 8, 8, 9 buts cette saison 9 en buts. Liga. 9 buts en 9 Liga. Ouais. buts. C'est pas énorme ici, mais il est surtout pas régulier. Donc non, vraiment, c'est pas pour les tailler ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas un joueur qui est plus à surveiller qu'un autre côté Séville, en tous les cas sur le Séville que je vois sur la deuxième partie de saison. Ok, ouais, niveau stade comme ça, j'ai Rafa Mir a marqué 12 buts cette saison, dont 9 en Liga. Il y a Ocampos, 9 buts, 4 passes cette saison, toutes compétitions confondues. Effectivement, il y a Anthony Martial, tu l'as cité, qui est arrivé cet hiver en prêt, qui a marqué 2 buts et fait une passe décisive en 21 apparitions, donc c'est pas flamboyant. Passons au côté Real maintenant. Euh, Est-ce que pour toi, le Real doit-il jouer ce match à fond sans se préoccuper de Manchester City qui arrive finalement très vite, dans 10 jours à peine? Ou est-ce que l'objectif principal de Carlo ne doit-il pas être aujourd'hui de plutôt garder au maximum en bonne santé ses joueurs, Modric, Benzema, Vinicius notamment, trois joueurs qui ont joué les 120 minutes ce week-end encore, en milieu de semaine pardon contre Chelsea. Alors, c'est toujours la même problématique. Le Real doit jouer ce match à fond.
le Real ne devrait pas avoir à se passer de ses joueurs cadres. Et moi, personnellement, je ne les changerai pas. Et pour la bonne raison, c'est que malheureusement, Carlo Ancelotti déjà ne le fera pas, parce que ce n'est pas dans ses habitudes de faire tourner, encore moins dans un match décisif. Donc je pense qu'il ne fera aucun changement dans le 11 de départ, si ce n'est les blessés. Et puis surtout parce que y a pas de temps de jeu de la part des remplaçants, donc ça ne fonctionnerait pas. Je vois pas comment on pourrait mettre à mal un FC Séville en faisant jouer Bale tout d'un coup ou en faisant jouer Ceballos tout d'un coup. Je ne pense pas qu'il fera réellement énormément de changements. Peut-être, on l'espère en tous les cas, une titularisation de Camavinga pour essayer de dynamiser un petit peu le milieu de terrain. Et puis là, pour le coup, reposer peut-être Modric ou peut-être Kroos. Mais je ne pense pas qu'il y aura de changement majeur. Et pour répondre à ta question, oui, évidemment, le Real doit jouer à fond. C'est-à-dire que toutes ses forces en présence doivent être là. Je pense que c'est un match qui est tout de même coup près. Le Barça a un match en moins. Si on venait à perdre, je pense qu'on pourrait se crisper sur la fin de saison et avant le match de Ligue des Champions dans 10 jours, ça ne serait pas se mettre dans de très bonnes conditions psychologiques. Donc, non, je pense qu'il faut y aller avec toutes nos armes. Le repos, de toute façon, Ancelotti n'en a pas accordé à ses joueurs cadres jusqu'ici. Je le vois mal le faire d'ici la fin de saison. Et ce qui est à noter aussi, c'est que niveau calendrier, là après Séville, on va enchaîner contre Osasuna le mercredi. Et derrière, c'est vrai qu'on a une semaine de repos, entre guillemets, enfin, plutôt de temps pour préparer le match contre Manchester City. Parce que le week-end suivant, en fait, c'est la finale de Coupe du Roi, donc il y a pas de match de Liga. Des absences côté Real, tu l'as dit tout à l'heure en préambule. Donc on a du Casemiro qui est suspendu. On a du Ceballos et Vallejo qui ont tous les deux le Covid. Alors, je dis ça au moment où je parle, mais peut-être que ça va changer d'ici ce soir, mais c'est peu probable. On a Isco, Hazard, Mendy et Marcelo donc, qui sont blessés. Si on se fait un peu le 11 probable, le 11 que toi tu vois pour ce match. Donc Thibaut Courtois dans les buts, je pense qu'il y a pas de discussion. Quelle défense en conséquence? Alors, je pense qu'il titularisera Carvajal. Il aime bien mixer un peu avec Lucas Vasquez, mais je pense que là, Carvajal sera titulaire. Euh, dans l'axe, Militao à la bas, pas de surprise, et je pense qu'il optera pour Nacho à gauche. Je ne le vois pas mettre Militao, Nacho et glisser à la bas à gauche. Il l'a fait une fois cette saison, je crois que c'était contre Bilbao, ça n'a pas été top. Donc je ne pense pas qu'il rééditera, donc je vois bien Nacho. Après, le milieu de terrain, Et c'est là qu'on a. pour rester sur la défense, peut-être avant, peut-être que pour Alaba, peut-être qu'il fera plutôt ça en cours de match, comme il a fait contre le PSG par exemple. Enfin, Après, il peut le faire en cours de match. Contre le PSG, c'était même pas forcément un changement. C'était plutôt que sur les phases offensives, c'est Alaba qui prenait le couloir et Nacho qui venait recentrer. Donc ça peut être tactiquement intéressant par contre. hmm. Effectivement. Et après, pour Lucas Vasquez ou Carvajal, je pense que finalement, c'est toujours la même question. Il y a toujours le même point d'interrogation au-dessus de la tête de Carvajal. Est-ce que physiquement, aujourd'hui, il peut enchaîner deux matchs en plus à haute intensité, consécutivement, sans prendre de gros risques de blessure? C'est la question, parce que Carvajal, là, pour le coup, il a quand même joué 120 minutes en milieu de semaine contre Chelsea. Donc, moi, je veux peut-être plutôt un Lucas Vasquez pour ce match. Je pense qu'il prendra pas trop de risques avec Carvajal. Je pense qu'il le conservera plutôt pour milieu de semaine prochaine, enfin, qui arrive, pour Moi, Osasuna, je moi- pense. moi, je vois Dani dans le sens où je pense que ces changements majeurs entre guillemets interviendront contre Osasuna si on arrive à l'emporter face à Séville. Mais effectivement, c'est l'une des plus grosses interrogations dans le sens où, enfin, je te rejoins totalement sur l'état de forme de Ouais. Dani Carvajal. Après, ça, c'est toujours pareil, c'est une donnée que nous, on n'a pas. Mais je te rejoins sur le fait que si Carvajal est opérationnel, il dit qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, oui, je pense qu'il mettra Carvajal sans aucun problème. Mais bon, voilà, par mesure de précaution, moi, je dirais plutôt qu'à mon avis, on aura du Lucas Vasquez. Et au milieu de terrain, du coup, tu vois quoi? Allez, on va dire qu'il optera certainement pour Kamavinga. Moi, je vois plutôt un Kamavinga Kroos Modric. Je le vois reposer Valverde qui enchaîne aussi pas mal. Je le vois pas mettre Toni Kroos après l'avoir sorti et je le vois pas se priver de Luka Modric pour ce match-là. Donc Kamavinga Kroos Modric pour moi. Ouais, je te rejoins. Et pourtant, j'aimerais bien un truc, moi, sur ce match, c'est un trio Kroos, Camavinga et Fede Valverde. Moi, je prendrais le risque, oui, de laisser un peu Modric quand même
au repos, parce que pareil, il a enchaîné pas mal ces derniers temps. Encore en milieu de semaine contre Chelsea. Et puis en plus, je trouve que le trio, dans le podcast de ce week-end, on avait un peu évoqué le bon fonctionnement entre le trio Modric, Valverde et Camavinga. Donc un Modric qui se retrouve avec deux feux follets et deux mecs qui ont un énorme volume de jeu. Je trouve qu'avec Kroos, ça mériterait aussi d'être vu parce que je pense que ça peut être pas mal. Limite même avec un Tony Kroos en fait en sentinelle, en première relance. On sait que Séville, en théorie, ils vont venir nous chercher, ils vont essayer de presser. Un Tony Kroos en première relance et avec deux mecs devant lui qui courent un peu partout, je trouve que ça pourrait faire sens. Je suis d'accord parce qu'en plus, son jeu long pourrait permettre de créer des brèches. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Et en plus de ça, je l'avais évoqué dans des podcasts déjà de début de saison. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait remarqué que quand Valverde était associé à Toni Kroos, ça lui permettait une liberté énorme. Et moi, je le trouvais vraiment meilleur quand Valverde était à ses côtés. Donc là, ce serait sur un rôle de sentinelle, donc à voir ce que ça peut donner parce qu'on l'a finalement jamais vu. Mais c'est clair qu'avec un Valverde qui casse des lignes et avec la capacité de projection de Camavinga, ça pourrait être intéressant. Après, encore une fois, malheureusement, je ne pense pas qu'Ancelotti aura les couilles pour faire ça. Mais, euh, mais je te rejoins sur ce milieu désiré. C'est juste que je ne le vois pas. Mais si tu me demandes mon avis, je te rejoins et je titulariserai les trois et je laisserai un peu de repos à Modric. Mm. Ouais, carrément, je trouve que ça mériterait d'être vu. Puis en plus, tu te gardes un Luka Modric pour potentiellement les 25 dernières minutes, ça pourrait être pas mal. Et au niveau de l'attaque, Benzema, on le fait Euh, souffler ou pas? Comment? Benzema, on le fait souffler ou pas? Non, bah, il ne fera jamais souffler Benzema. Offensivement, les joueurs n'existent plus pour lui. Et en plus, là, pour le coup, on est un peu limité. Euh, je pense que Benzema et Vinicius seront reconduits assez logiquement. Euh, je le vois bien donner forcément du temps de jeu à Rodrigo parce qu'il vient de marquer. Et d'un autre côté, je sens Asensio titulaire. C'est un peu paradoxal, mais ça fait un moment qu'on ne le voit pas. Ancelotti l'aime quand même pas mal. Un joueur qui rentre un peu sur son pied gauche, ça peut être intéressant face au FC Séville. Pour le coup, je ne le mettrai pas parce que je pense que c'est les latéraux qui sont un peu la faiblesse de Séville et que forcément, je pense qu'il faudrait appuyer là-dessus. Et c'est pas avec Asensio qui provoque aucun un contre un qui ferait quelque chose. Mais voilà, Rodrigo Asensio, allez, on va dire, je pense plus pour Rodrigo pour le récompenser de son entrée en jeu. Ouais, je suis plutôt dans cette logique-là également. Après c'est toujours c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que ce soit Rodrigo ou Asensio, quand ils sont titulaires, 4 fois sur 5, c'est assez décevant. Finalement, ce sont deux joueurs qui ont un peu la même problématique, à savoir ils sont capables d'apporter des choses quand ils entrent en cours de match, mais quand ils sont titulaires, en règle générale, ils font pas longtemps en illusion. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et je pense qu'il va conserver son, son coaching Gareth Bale pour Benzema sur les dernières minutes de jeu comme il a fait déjà dernièrement. Euh, pour terminer, le Real reste sur deux victoires. Tu demandais tout à l'heure, le Real reste sur deux victoires consécutives au Sanchez Pizjuan. Avant ça, on avait perdu trois matchs consécutifs. Donc on est à deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs là-bas. Euh, à quel match s'attendre dimanche? Est-ce qu'on aura un Séville très pressant, très dominant, ou et un Real du coup qui va attendre, ou est-ce que tu t'attends à autre chose? On aura forcément un Séville qui aura la dalle, mais je pense que c'est un Séville qui va forcément donc s'exposer, sortir, et je pense que ça peut correspondre à ce Real-là. Je pense qu'on va avoir un Real patient, un Real qui sait manœuvrer ce genre d'équipe, tout en l'attendant pas. Je vois mal le Real jouer en bloc bas et attendre Séville dans ce match-là. Donc je pense qu'il y aura une énorme bataille au milieu de terrain. Et c'est ce qui conditionnera le match, comme bien souvent. Évidemment, c'est un peu la réponse facile, mais pour le coup, je pense que c'est ce qui va réellement conditionner le match. Qui gagnera la bataille du milieu de terrain, forcément, se créera énormément d'occasions et aura plus de chances de l'emporter. Ouais, non, non, mais en plus c'est complètement ça. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un 11 où on a un Kroos, Valverde et Camavinga, tu auras d'autant plus enfin, de qualité et de profil pour justement aller chercher haut ton adversaire. Tandis que si on se retrouve avec le classique Kroos, Modric et l'un des deux autres, ce sera beaucoup plus compliqué pour aller les chercher. Pour terminer, un petit prono, Rota? Allez,
Allez, un petit 2-1, un petit 2-1, ouais, un petit 2-1. Une ouverture du score concédée et puis une réaction d'orgueil. Ok, moi je vois plutôt un match nul, un partout, voire un 2-2, peut-être un peu fou, selon le 11 aligné, si on a un Real qui va vers l'avant ou si on a un Real qui est passif. Je pense qu'on peut avoir un très beau match. Voilà, bon, je préviens, cette rubrique pronostic, on la met. Maintenant, si c'est trop catastrophique, on l'arrêtera pour les prochains. Surtout qu'on est poissard, donc c'est à éviter. Voilà, on va pas provoquer le malheur du Real. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, autour de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si, quel serait votre 11 et puis si vous avez il y a des sujets que vous souhaitez que l'on évoque, Rota et moi, en vidéo sur cette chaîne. On prendra le temps de lire les commentaires et puis s'il y a des vidéos, des sujets intéressants à évoquer, on le fera sans aucun problème. D'ici là, prenez soin de vous comme toujours. Bon match et à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.